Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire organisé en collaboration avec Expat Pro, le réseau des professionnels de l'expatriation. Donc, ce webinaire est à destination des étudiants français ou québécois qui souhaitent faire leurs études outre-Atlantique, ou leurs parents, ou leurs amis, ou des professionnels universitaires également. Il va nous informer sur les modalités d'installation, sur les choses à ne pas oublier, sur la préparation générale pour partir vivre une expérience étudiante à l'étranger et sur les émotions à gérer avant le départ et une fois sur place. Pour animer ce webinaire, nous avons avec nous trois expertes du sujet. Delphine Bess, bonjour Delphine. Bonjour Cécile. Delphine est fondatrice de Devenio Life Service en soutien en mobilité internationale. Elle est basée à Lyon. Devenio Life Service est là pour faciliter l'installation étudiants, familles, solo de retour en France, mais également un facilitateur pour les expatriés au Canada, aux USA, à Dubaï, en Afrique. Et Delphine a une expérience d'expatriation de 30 ans, donc elle sait vraiment de quoi elle parle. Mélissa est avec nous également, Mélissa Medeiros. Bonjour Mélissa. Mélissa est québécoise, elle est fondatrice de Via Expat Soutien en mobilité internationale. Elle est basée à Nestrie au Québec, dans le Grand Canada. Via Expat est là pour imbriquer harmonieusement toutes les pièces d'un projet personnel de mobilité en incluant les étudiants internationaux de tous âges et de tout profil, qu'ils soient duo, solo, en famille. Mélissa est là. Et enfin, Margot Vapro, qui est infirmière humanitaire et aujourd'hui experte en préparation des transitions, départ et retour. Chez Expatez-vous, Margot est basée à Paris. Son expérience de l'expatriation en tant que professionnelle de l'humanitaire s'est déroulée notamment au Nicaragua, en Irak, au Nigeria, en Colombie. Et elle a créé en 2021 Expatez-vous pour accompagner les Français dans la préparation de leur départ vers l'étranger ou de leur retour en France en faisant un focus tout particulier sur les aspects cachés de l'expatriation et notamment sur la santé. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Cécile. Bienvenue à tous pour ce webinaire donc sur la mobilité étudiante, Canada, Québec plus précisément, France, et surtout comment faire le pont avec ses émotions. Avant de commencer, on voulait vous faire part de cette remarque que c'est un thème qui est vraiment très vaste à aborder, que chacun va avoir bien sûr un parcours très différent, une expérience très différente, et que là, on vous présente vraiment quelque chose de très généralisé pour vous donner une première idée. Et l'idée, c'est aussi que, quel que soit le pays qui accueille les étudiants, le constat, c'est de se dire qu'il y a des défis et des astuces dans tous les préparatifs qui sont assez similaires. Qu'on vienne de la France ou du Québec, en général, les difficultés et les défis rencontrés sont les mêmes. Nous, on a construit ce webinaire en voulant nous adresser à tous les acteurs, donc étudiants, parents et universités, qui sont inclus dans ces démarches-là de préparation et qui manquent parfois de maillage et de communication entre eux. Et donc, le but aussi étant de favoriser la communication et la fluidité dans les échanges. Exact. Donc, bonjour à tous. En effet, Margot, comme tu le mentionnes, je crois que l'essence de ce webinaire entre nous trois et Expat Pro était justement ce constat. Donc, plus on se parle, plus on arrive à trouver des solutions qui sont constructives. Quand on parle d'un vrai dialogue collaboratif entre tous les personnes impliquées, c'est exactement un peu la lacune qu'on a constatée d'un côté de l'océan comme de l'autre. Et il faut se rappeler en fait qu'une mobilité étudiante, ça peut facilement rejoindre jusqu'à 15 interlocuteurs dans une seule mobilité. Donc, je crois que des trois parties qu'on a élaborées ensemble va vraiment démontrer justement à quel point le dialogue avant, pendant et après est hyper important là, pour que ce soit un succès à tout coup. En préparant ce webinaire, c'est vrai que outre le fait qu'on a beaucoup discuté ensemble, mais on a écouté aussi pas mal de témoignages d'étudiants et de familles. Et puis on s'est rendu compte que parfois il y avait un petit manque de repères ou de clarté dans les échanges avec les universités. C'est normal, vous me direz, quand on change de pays, mais l'idée aujourd'hui, c'est justement de créer un pont, de vous rassurer, de répondre à vos questions, même si le sujet est très vaste. Et bien sûr, nous n'allons pas aborder tous les sujets, nous allons même les survoler avec vous. Mais avant de se lancer, je pense qu'il y a une question qui est essentielle qu'on se pose tous, c'est par où commencer? Construire un projet solide
bah, c'est pas juste une question de destination, c'est surtout une question de préparation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut regarder pour que ce projet tienne la route? Oh, pardon. Donc justement, dans la première partie, qui est de bien s'informer avant de se lancer, je crois que les 2 côtés, que ce soit le Québec ou la France, a des similitudes bien sûr, mais chaque pays a bien, entendu, sa géographie, sa façon d'exécuter, une mobilité étudiante, surtout au niveau de tout ce qui est les démarches administratives. Heu, En fait, du côté de Québec, ce que je crois qui est très, très important, pour les étudiants français, dans la préparation, c'est vraiment de bien choisir, oui, son programme, mais souvent, si un programme est offert, par exemple, dans différentes villes ou régions du Québec, ben, il faut aussi s'informer, sur le milieu, en fait, la communauté dans laquelle on va, être pendant un certain moment. Donc oui, le choix de programme demeure la motivation du projet, éducatif. Par contre, où vous allez poser vos valises va aussi contribuer à, soit les défis, ou les différentes démarches qui vont être à entreprendre, pardon. Et bien sûr, une fois que c'est choisi, il y a l'aspect de tout ce qui est démarche d'immigration. C'est vraiment important, d'avoir de la résilience et beaucoup de détermination. Ce n'est pas un trajet qui est facile. Ce qu'on encourage souvent, c'est de voir vraiment la structure qui est offerte par l'établissement scolaire de choix. Heu, Encore là, on trouvait des fois une disparité entre, par exemple, le site web, qui pouvait annoncer de l'aide et la réalité, en fait, où les gens doivent beaucoup interagir avec les sites gouvernementaux. Donc de déjà bien se préparer en amont, au délai, donc beaucoup de patience, la documentation qui doit vraiment être assidue et plus on peut s'y prendre en amont, plus ça permet aussi de préparer le projet personnel qui est autour, qui seront d'autres sujets là, que nous aborderons un petit peu, plus loin. Et peut-être juste mentionner qu'une mobilité étudiante, oui, souvent ça s'adresse à des jeunes, qui sont souvent accompagnés par leurs parents, une super belle aventure de début de vie. Par contre, ça peut aussi être un projet en couple ou en famille. Donc, encore une fois, plus il y a d'humains, plus il y a de besoins. Et c'est vraiment, encore une fois, à quel point l'établissement scolaire peut s'adresser à combler les besoins des gens qui entourent le projet de mobilité. Donc souvent, l'étudiant est la cible, qui est normal en soi. Par contre, quand on est soit avec un conjoint, une conjointe ou même, une famille, heu, malheureusement, c'est très peu commun que l'entité, familiale peut être supportée de par l'établissement scolaire. Oui, c'est bien. Après, ça dépend aussi, bah, nous, pour construire quand même un projet solide en France, il y a quand même quelques points clés à avoir en tête. C'est d'abord comprendre comment fonctionne le système universitaire français. Le type d'établissement et quels sont les systèmes de travail ne sont pas exactement identiques au Québec. Les universités publiques, les grandes écoles, les écoles spécialisées, les établissements privés. Puis surtout, il y a une petite astuce comme à savoir, il faut toujours faire vérifier la connaissance des diplômes, la reconnaissance. Après, ben, souvent, il y a des parités entre le Québec et la France, donc tout le monde ne le demande pas. Mais dans certaines filières, ils vont vous demander de vérifier la reconnaissance des diplômes. Donc là, vous allez sur un site et puis ben, vous allez remettre votre diplôme en marche. Mais avant de prendre un petit peu le cursus, il faut quand même bien se renseigner par rapport à ça, qui n'est pas toujours à l'identique entre le Québec et la France. Mais après, ben, ils postulent en France, mais c'est même très courant. Il faut toujours s'assurer de l'authenticité déjà des diplômes, vérifier l'équivalence des niveaux d'études, garantir que le candidat est éligible à la formation demandée. Après, pour moi, le campus France est quand même un acteur incontournable pour toutes les démarches. Il est présent dans plus de 130 pays. Et dans de nombreux pays, les étudiants étrangers doivent passer par Campus France pour candidater aux universités françaises. Pour le dépôt de dossier, bah, il se fait en ligne. Ils vont faire aussi pour les procédures de visa, après acceptation ou quoi que ce soit. Mais après, ben, on nous pose souvent aussi la question du travail. Est-ce que mon fils ou ma fille qui rentre en France pour faire ses études, est-ce qu'il pourra travailler? Oui, avec un visa étudiant, il est tout à fait possible de travailler en France, mais il y a une limite, c'est jusqu'à 20 heures par semaine en général. Après, ça peut changer un petit peu, mais de toute façon, la loi, c'est 20 heures par semaine en général. Mais c'est vrai que c'est un bon système d'intégration où peut-être gagner aussi un petit peu d'argent parce que les études coûtent cher.
Après, bien sûr, il y a l'aspect un peu budget entre les frais d'inscription, les logements, les transports, le quotidien, le coût de la vie. Il peut varier selon la ville. Par exemple, à Paris, ça ne sera pas du tout le même tarif que si vous allez à Clermont-Ferrand, ne serait-ce qu'au niveau des logements, ne serait-ce qu'au niveau même des transports. Donc, pour bien s'y préparer et puis surtout éviter des surprises, bah, essayer de se préparer vraiment en amont. Et ça, bah, c'est vrai qu'on insiste là-dessus, mais pour voir vraiment dans quelle ville vous allez avoir. Et puis, c'est surtout bah, de budgétiser un petit peu cette arrivée dans cette ville qui est inconnue pour vous. Les tarifs ne seront pas les mêmes dans une grande ville, Paris, Lyon, Marseille, que dans une autre ville qui est un peu moins étudiante, par exemple. Donc, tout dépend un petit peu des critères. Mais pour moi, la base numéro un, c'est quand même déjà de l'échange. Voilà. Merci Delphine. On vous a mis là à l'écran des témoignages qu'on a récupérés d'étudiants français ou d'étudiants québécois qui ont justement préparé leur départ et qui sont partis faire leurs études outre-Atlantique, dans un sens comme dans l'autre. Euh, on vous laissera tout le loisir de lire un petit peu, mais ce qui en ressort, c'est que oui, la préparation, elle est primordiale, l'information est primordiale, et que ce soit sur le plan culturel ou le plan administratif. Donc, les témoignages sont là pour un peu étayer ce qu'on a à vous dire. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce qu'on doit préparer de façon, enfin, en... sur le plan personnel, qu'est-ce qu'on prépare vraiment quand on s'apprête à partir vivre à l'étranger, même pour un semestre ou une année d'études, ou plusieurs années d'études. Euh, c'est bien faire le distinguo entre le rêve et la réalité. Il y a dans un sens ce qu'on imagine avec tous les stéréotypes, toutes les idées reçues, toutes les images véhiculées par les films, par les choses, par les séries et tout ça. Et puis il y a cette différence avec la vraie réalité. Et c'est un premier travail à faire sur le plan de la projection. Parce que ce qu'on imagine ne va forcément pas être pareil que ce qu'on va vivre. Et parfois, la désillusion est tellement grande qu'elle peut vraiment mettre un coup et ternir l'expérience qui est vécue à l'étranger. Et ça, c'est un travail qui peut être fait en amont lors de la préparation et lors de la phase d'information. C'est vraiment de réduire cet écart entre ce que je rêve et ce que j'imagine être ma vie rêvée à l'étranger et ce qu'est la réalité. Et bien sûr, cette phase de réalité, elle va être confrontée une fois sur place, mais elle peut quand même être préparée et être réduite quand on s'informe en regardant des documentaires, en lisant un maximum, en se renseignant sur comment ça se passe vraiment, d'où les témoignages, d'où les gens qui viennent partager leurs expériences. C'est toujours intéressant de, euh, de se rapprocher de gens qui ont déjà vécu la chose. Ensuite de ça, il faut savoir que ces nouveaux projets, c'est une suite d'émotions qui est vraiment très importante et qui, en plus de ça, va être exacerbée. Elles vont toutes être exacerbées tout au long du projet et notamment pendant la phase de vie à l'étranger. Donc, c'est normal de vivre des hauts et des bas extrêmement intenses euh, et tout prend des proportions parfois qui nous paraissent incommensurables. C'est logique et normal puisque vous rajoutez à la dimension de la nouveauté le côté inconnu qui, ça, vient exacerber. Mais globalement, vous allez vivre une expérience qui est globale, qui n'est pas seulement dans les études, puisqu'il y a toute la vie à côté, qu'il faut aussi préparer. Ça, c'est aussi des informations qu'il faut prendre, comme vous le disiez, Mélissa et Delphine, comment s'organise la vie autour des études, le but n'étant pas de se lancer à corps perdu dans le travail et dans les études, c'est bien de vivre aussi une expérience à côté. Donc, tout ça fait que c'est une expérience globale qui doit être préparée. Et cette partie de vie d'à côté n'est pas forcément euh, prise en charge par les universités, ce qui est logique. Les universités, c'est cantonné à leur circonscription à eux. Vous, qu'est-ce que vous faites pour préparer tout l'à côté? Donc, bien sûr, on ne vous le dira pas suffisamment, mais on va le répéter. La préparation en amont, elle est essentielle, elle est évidente, mais elle est essentielle pour que tout se déroule selon le plan, même si le plan n'est jamais celui qui vraiment s'affiche.
Et le but, c'est d'anticiper un maximum ce qui peut être prévu pour que les imprévus qui arrivent, et il y en aura, ne soient pas source de stress intense et de panique. Voilà ce qu'on peut dire du côté émotionnel dans la phase d'information et de préparation. Ensuite, on va parler des préparatifs vraiment à proprement parler. Donc, on parle vraiment des challenges, des difficultés qui pourraient être rencontrées au moment des préparatifs. Et pour ça, le but, c'est de créer un cadre qui est sécurisant, un maximum pour que l'expérience soit la plus sereine possible. On va vous parler des modalités, alors dans les très grandes lignes, parce qu'on ne peut pas s'attarder sur tous les aspects, mais de prévoir un cadre sécurisant va permettre, de mieux gérer votre stress. Et le stress face à l'inconnu, comme je disais juste avant, peut être paralysant à certains moments, ou vraiment une trop grande charge émotionnelle d'un coup. Et quand on est loin de chez soi, qu'on n'a pas ses repères, ça peut être assez compliqué. Donc, il faut anticiper tout ça. Et en vous préparant en amont suffisamment, vous faites aussi baisser votre charge mentale. La vôtre, celle de votre famille qui vous suit, l'université sans que vous êtes bien responsable. Et donc, vous jouez comme ça sur votre santé à vous, santé physique, morale, mentale, qui est le point de départ de tout. Si vous êtes bien dans vos baskets et dans votre tête, et ben en fait, vous allez pouvoir gérer tout le reste, et notamment tous ces préparatifs qui vont générer beaucoup de stress. Delphine, c'est à toi. Après, ce qui est chouette quand même en France, c'est qu'on peut facilement se déplacer d'une ville à une autre ou même de découvrir des villes d'Europe en même temps, juste le temps d'un week-end, quoi. Les transports sont assez accessibles en France. Bien sûr, ça demande quand même un petit budget. Donc, il faut bien y penser si on veut vraiment bouger et de se dire qu'on va mettre à profit notre besoin exacerbé de découvrir l'Europe, parce que c'est vrai qu'on peut le faire en train, en avion, euh, et c'est vraiment accessible. Mais par contre, après, il y a aussi le logement. Avant de faire tout ça, il faut quand même un logement. Il faut déjà le trouver. Et il existe quand même plusieurs options selon votre budget, et puis surtout votre style de vie. Donc, il y a les résidences universitaires, il y a les colocations, il y a les locations de studios, il y a aussi les locations chez les personnes âgées. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de... C'est souvent votre mode de vie. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même certaines conditions qui s'appliquent. Déjà, d'avoir un bon dossier garant. Donc, ben, déjà de le faire en amont, parce que ben, comme vous avez quand même vos parents à l'étranger, euh, nous, on passe souvent par des professionnels comme Garant.me qui est beaucoup plus accessible, parce que sans garant, ben, ça va être compliqué de louer un logement. Il faut un dossier béton, puis c'est surtout qu'il ben, il faut être très, très réactif. Et en même temps, quand vous êtes à des milliers de kilomètres, eh ben, c'est vrai que pour éviter certaines arnaques, il est vrai ben, déjà de demander une visio déjà de l'appartement, de regarder un petit peu les quartiers autour, enfin tout ça. Rien d'insurmontable, mais il faut quand même bien préparer. Déjà, premièrement, c'est son dossier. Regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Regarder un petit peu aussi la distance entre votre école et puis votre logement. Parce que si vous mettez 2 heures tous les matins à aller prendre votre bus, aller faire le RER, eh ben, je pense que la vie étudiante sera un petit peu tachée par rapport à ça. Donc, la priorité, c'est le logement. Mais en tout cas, rien n'est insurmontable, mais il faut bien le préparer. Côté France, au Québec maintenant. Exact. Ben, voilà pourquoi c'est important, autant comme mentionne Margot que Delphine vient d'expliquer. Tu sais, on a toute cette préconception de comment sont les choses par chez moi et on espère qu'elles seront plus ou moins similaires de l'autre côté. Elles le sont à un certain point. Comme Delphine le mentionne, un logement, c'est essentiel. Tout être humain a besoin d'un logement pour sa sécurité, pour y vivre convenablement. Et encore une fois, je crois que déjà que le projet soit en solo, en couple ou en famille, ça change beaucoup, par exemple, la recherche de logement, qui est, selon moi, la partie la plus critique qui apaise justement la mobilité. Donc, souvent, les jeunes qui sont seuls vont favoriser rester sur le campus, dans les résidences étudiantes, si elles sont disponibles. Souvent, le Québec, on pense souvent à Montréal, qui est notre ville métropole, ou potentiellement la ville de Québec, qui est notre capitale nationale, qui sont des plus grandes villes où le réseau de transport en commun est quand même assez bien développé.
Par contre, dès qu'on sort de ces 2 plus grandes villes et qu'on arrive en région, il y a quand même 17 régions administratives au Québec, qui est un territoire énorme. Chaque région est différente et souvent le transport en soi, n'est pas hyper bien desservi, au niveau local. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte quand on fait une recherche de logement, de pouvoir se déplacer, tout en respectant un budget ou un temps alloué est hyper important. Et encore une fois, par rapport à la recherche de logement partout sur la planète, je crois, de plus en plus d'arnaques, bien entendu, se passent, par rapport aux affichages et tout. Fortement recommandé d'avoir quelqu'un qui visite en personne pour vous. Une visio essentielle à 110 mais si vous voulez encore plus, être certain de votre choix, que ce soit le choix de vos enfants, ou que ce soit votre choix personnel, d'avoir quelqu'un sur place de confiance qui peut le visiter pour vous, poser les questions, qui sont un peu plus de type local. Un exemple banal ici, souvent on voit des annonces affichées en sous-sol et souvent les gens de France ont peur des sous-sols. Ben, les sous-sols au Québec ne sont pas vos sous-sols en France. Au contraire, on peut y retrouver une très belle luminosité. Mais bon, bien se familiariser avec les différentes appellations quand on recherche un logement, vraiment s'assurer qu'on ne se fait pas avoir et bien aussi comprendre les règlements. Ici, un bail est un document légal et normalement est signé pour une période de 12 mois. Donc, les périodes traditionnelles de signature de baux au Québec sont de 12 mois. Or, si votre projet de mobilité étudiante est pour un plus court laps de temps, ben, normalement, ce sera plus une entente de location qui est un peu différente du bail traditionnel. Donc, il y a vraiment ce que moi j'appelle les 72 petits tiroirs d'un projet de mobilité. Chaque partie importante, en fait, a des sous-petits tiroirs que l'on doit explorer. Ensuite, le logement, on peut parler de l'ameublement. Ici, ce ne sont pas tous les logements qui vont être tout meublés, tout inclus. Ça, c'est un coût considérable aussi à prévoir. Faut les vendre avant de quitter. Donc, c'est toute une espèce d'équation à faire selon votre besoin, qui est encore une fois un projet personnel autour d'un projet d'études. Donc, je crois vraiment que ce sont des points à ne pas négliger dans la préparation. Une fois que c'est trouvé, que c'est signé, qu'on a assurément un toit qui nous attend, ben, ça permet de faire les prochaines étapes et la préparation d'arriver beaucoup plus sereinement. En fait. Donc, pour peut-être faire une rétention d'informations sur cette partie 2 qui est vraiment comment trouver des solutions pour assurer la fluidité du projet. On se rappelle en amont et ensuite il y aura l'excitation de l'arrivée et le après. C'est vraiment de se rappeler qu'on a ce qu'on connaît chez soi et on a ce qu'on doit s'informer vers où l'on va. Donc là, on a parlé par exemple de l'aspect logement, l'aspect transport, l'aspect administratif. Tantôt, Delphine a parlé aussi par rapport au travail, d'avoir un emploi étudiant. Ben justement, c'est peut-être pas la même perception qu'un étudiant de 19 ans aurait en France en arrivant au Québec. Et la population, en fait, ici, les étudiants au Québec travaillent souvent pendant leurs études. Donc, c'est tous des trucs où il faut éventuellement s'acclimater, mais de savoir un peu en amont à quoi s'attendre peut justement participer grandement là, à la sérénité à travers les différentes étapes. Comme c'est bien écrit, les préparatifs n'empêchent pas les imprévus. La clé, je crois, est de toujours avoir peut-être une ressource de confiance en tout temps qui peut justement adresser certains imprévus. Un imprévu, ça le dit, hein, on ne s'en attend pas, on a beau être préparé. Souvent, c'est dans un état un peu de stress qu'on n'arrive pas justement à retrouver nos solutions qu'on avait peut-être même déjà établies. Donc, je crois que d'avoir vraiment un réseau local, donc le plus local possible, qui soit la municipalité, la ville, qui englobe l'établissement scolaire qui est choisi, est très, très, très important pour en assurer, en fait, encore une fois, l'harmonie dans tout ce projet. Merci, Mélissa. Pour la partie 3, on va maintenant réfléchir à quelles sont les solutions pour assurer sa sérénité justement au moment de ces différentes étapes entre son pays d'origine, son pays d'accueil et tout ce que ça va impliquer comme changement, comme préparatif.
Euh, Tout d'abord, donc on a bien dit, hein, chercher un maximum d'informations locales, ça c'est sûr. Ce qu'on peut faire avant le départ, c'est identifier les personnes ressources à chaque étape du voyage. Vous ne serez jamais seul, seulement si vous vous en donnez les moyens et que vous trouvez les bonnes personnes. Ça peut être un référent à l'université, vos parents peuvent être un référent, un responsable de programme, un service international, un étudiant qui est déjà passé par là et qui va pouvoir témoigner, vous partager son expérience, ou la personne qui s'occupe de votre installation, ou une personne comme Mélissa, Delphine ou moi qui peut vous accompagner à chaque étape. Le plus important, c'est de savoir qui fait quoi et surtout vers qui se tourner. Pas hésiter à poser des questions à chaque étape parce que bah, parfois on a l'impression que l'information est claire, sauf qu'elle se noie dans une masse d'informations plus globale, que quand tout est nouveau, on retient que 10 ou 30% de ce qu'on a entendu. Pour certains, c'est évident, pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc ayez ces personnes ressources à chaque étape de votre voyage. Absolument. Puis je crois que le but ultime, que ce soit en tant que parent qui accompagne son jeune dans cette étape qui est une étape de vie vraiment fantastique, je crois, pour l'évolution personnelle autant qu'étudiante, c'est vraiment justement de développer son autonomie. On veut que le jeune devienne autonome, développe son sens de responsabilité. Par contre, c'est aussi correct que ce jeune se sente bien accompagné avec des ressources qui sont disponibles si il ou elle en a de besoin. Quand on mentionnait le local, moi je reviens toujours à ma partie sur cette planète qui est le Québec, où plus c'est local, plus justement on arrive à trouver des solutions efficaces, rapides et qui sont appropriées. Encore une fois, les établissements scolaires, quand on les aborde pour la première fois avec simplement une recherche de site web, on peut parfois trouver beaucoup, beaucoup d'informations. D'autres n'ont pas développé autant à première vue là, sur un site web les disponibilités locales qui peuvent englober le projet. Dans des ressources locales, souvent, les étudiants internationaux ici au Québec auront accès à ce qu'on appelle des organismes communautaires, donc ils vont pouvoir desservir sur certaines informations, que ce soit en santé, que ce soit au niveau d'assurance, potentiellement la partie logement pour bien se familiariser avec les règles et les fonctionnements. Par contre, les organismes communautaires ici vont desservir en fait plusieurs types de populations qui sont en mobilité. Donc, de là, la personnalisation n'est pas toujours de mise, et encore moins quand on est en situation potentiellement urgente. Donc, encore une fois, oui, l'autonomie, agrandir le sens de la responsabilité, mais d'avoir quand même une ressource autour qui peut s'adresser le temps venu. Je crois que c'est vraiment la clé de la sérénité, autant en tant que parent que de l'étudiant. Et encore une fois, je tiens à le mentionner, les mobilités étudiantes qui sont en couple ou en famille, très, très, très différents comme logistique, bien entendu. Donc, le support de la conjointe ou de la conjointe, les enfants, comment eux organiser leur nouvelle vie ici. Très peu d'établissements scolaires, que ce soit ici au niveau de formation professionnelle, de cégep ou d'université, vont pouvoir offrir l'entité des besoins familiales autour de ce type de mobilité. Donc, ce n'est pas à sous-estimer de bien s'entourer pour justement que le avant, le pendant et surtout le après, donc tout au niveau de l'enracinement et de bien vivre. Je rappelle les 4 saisons au Québec. Donc l'hiver, oui, c'est de la neige, mais c'est beaucoup plus que juste de la neige. Une préparation en amont souvent permet de le vivre avec beaucoup plus d'harmonie. À répéter ce qu'a dit Mélissa, à part que nous, on a de la neige, mais pas beaucoup, à part si on monte en station, donc on n'a pas du tout les mêmes conditions climatiques. Mais pour moi, je veux dire juste une chose, c'est que une des principales qualités, c'est d'être curieux aussi. C'est vraiment une des meilleures qualités à avoir quand on se prépare à partir à l'étranger. Plus tu t'informes en amont, plus tu cherches, et plus tu gagnes en confiance. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance et une énorme chance d'avoir plein de ressources à notre disposition.
Mais après, je conseille toujours, moi, quand il y a un étudiant qui part, outre le fait que je vais le préparer en France, mais quand il part à l'étranger, je lui dis, tu vas avoir des sites officiels, mais même déjà, ne serait-ce que dans ton école. Mais il faut vraiment avoir des sites officiels pour déjà tout ce qui est visa, tout ce qui est formation, de comparer, de voir la vie, parce que ben, toujours, une fois que tu as l'appartement ou tu as tout ça, mais aussi tu as toute une vie ce qui se trouve autour par rapport à ça. Mais va chercher au niveau du côté des forums, au niveau des chaînes YouTube où ils font plein de choses comme ça. Bien sûr que ben, il faut toujours vérifier aussi les ressources et les infos, surtout quand on va sur des sites comme Insta, Facebook. Et je ne dis pas que c'est faux, mais bon, des fois, il y a des choses qui sont fausses. Mais après, c'est ce qui, pour moi, ce qui est une mine d'or aussi, c'est de retrouver des étudiants qui sont déjà aussi sur place. Et c'est souvent là que ben, eux, ils vont te donner des petites astuces parce que finalement, quand ils sont arrivés, ben, ils ont eu peut-être une petite galère ou alors une petite rage dedans ou alors ils vont te donner une petite astuce pour pouvoir faire déjà le logement, comment se passe la rentrée, comment se passe l'intégration, quelles applications à utiliser ben, pour sortir, pour comment gérer aussi le choc culturel, de toujours te mélanger et ne pas rester avec le côté francophone. Justement, va en avant des gens pour connaître leur culture et puis surtout découvrir leur culture. Parce que toi, finalement, tu as une autre culture. C'est pas parce que nous parlons français, que ce soit du côté du Québec ou du côté de la France, que nous sommes vraiment à l'identique par rapport à ça. Et cette phase de recherche, c'est vrai qu'elle peut paraître longue, mais je le dis toujours, en tout cas mes clients, c'est comme quand tu pars en voyage, quoi. Tu voyages finalement en faisant tes recherches et tu voyages avant, parce que pendant toutes ces recherches, ça y est, tu es parti dedans. Et finalement, c'est un bon parcours pour moi de découverte. Et puis, ça t'aide à te projeter, à mieux comprendre ton environnement, et puis en sachant déjà à quoi t'attendre. Pour moi, l'anticipation, c'est vraiment au maximum. L'anticipation, c'est aussi vraiment la clé pour un départ réussi. Plus tu anticipes, plus tu te laisses de la marge pour gérer les imprévus tranquillement, sans stress. Et en plus, sans stresser tes parents, parce que quand tu arrives, que justement, il y a un moment de stress, le petit problème va devenir une montagne de problèmes en fin de compte. Donc vraiment bien se préparer en amont pour tout ce qui est documents, les checklists, enfin tout ça. Et puis surtout aussi bah, penser le budget, parce que bah, malgré tout, quand on arrive là-bas, les sorties ne sont peut-être pas à l'identique en France. Il faut prévoir aussi un peu plus. Il faut toujours anticiper. La curiosité, anticipation, pour moi, c'est les deux mots-clés quand on part. Et puis surtout bah, de préparer et de se faire aider. Et puis surtout bah, de penser aux assurances santé, à l'anticipation de la sécurité sociale. Et finalement, en anticipant, bah, tu évites ce fameux stress de la dernière minute. Et puis en même temps, bah, tu ne te sens pas perdu parce que même si à 19 ans, on se dit, waouh, ça y est, on est majeur, on y va. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est la première fois que tu quittes le cocon familial et que tu vas vraiment, pour te concentrer sur tes études, ben, ça va être sur ton intégration. Ça va être la première fois que tu quittes la France. Et pour moi, je dis, bah, franchement, c'est pas du tout le même environnement. Et donc, mieux c'est qu'on arrive dans un petit nid douillet ou qu'on ait une bonne préparation dans l'école. Déjà, on repart avec une bonne expérience et puis on peut la vivre sereinement. Et merci. Et pour wrap it up, comme on dit, pour synthétiser cet ensemble-là et de tous ces conseils qui probablement ne vous sont pas inconnus, hein, on a dit qu'on faisait du très général. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi vous faire accompagner dans cette préparation. C'est... Tout le monde n'en a pas besoin, mais ça peut être aussi un très bon levier et d'autonomie, et de curiosité, euh, et de sérénité. Donc la puissance d'un bon accompagnement, c'est que ce soit une structure comme la nôtre, hein, celle de Mélissa, Delphine ou la mienne, ou un service étudiant, ou même un mentor qui est déjà passé par là. Euh, Soyez autonome, demandez de l'aide. On ne peut pas tout faire tout seul. Et deviner et anticiper ce qu'on ne connaît pas, c'est toujours compliqué. Donc basez-vous aussi sur l'expérience de gens qui sont passés par là et qui ont appris aussi de leurs erreurs. Vous ferez les vôtres, ça, il n'y a pas de souci. Comptez sur vous, sur vous-même pour ça. Vous aurez vos propres challenges une fois sur place parce que chaque expérience est unique. Mais si vous pouvez vous enlever et du stress et vous faire gagner du temps et en plus de ça avoir des soutiens moraux quand il faut dans toutes les étapes de votre projet, bah n'hésitez pas.
c'est toujours intéressant de bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui peut vous donner la bonne information au bon moment. Et Et aussi, surtout, se sentir soutenu dans les moments de doute, ça aussi, ça peut être assez intéressant. je voulais juste signaler aussi une chose, c'est que la première année d'études quand même à l'international, d'une part, c'est si on arrive dans des bonnes conditions, si on arrive en ayant anticipé, en ayant un bon dialogue avec son université, en ayant un bon dialogue aussi avec les anciens étudiants, bah, finalement, cet élève, ça sera aussi, ils vont véhiculer cette image de marque, que ce soit de l'école, du pays, parce qu'ils auront vécu une très très belle expérience. Et pour moi, bah, c'est finalement un bon moteur qui est plus l'étudiant va être préparé en amont et même sur place, où il y aura des ressources ou des gens qui pourront l'aiguiller, l'aider, que ce soit dans la culture, que ce soit à l'école, que ce soit, on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas le même rythme scolaire au Québec qu'en France. Et que si tout ça, ben, c'est dans un petit cocon et qu'on est là vraiment pour l'accompagner, l'image de l'école en sera de plus belle aussi, quoi. En tout cas, ça c'est mon... Ben, c'est un très bon point, Delphine, que j'aimerais faire du pouce, comme on dit. Je crois que c'est pour ça, en fait, que dans nos échanges à 3, on a aussi souhaité, en fait, offrir la possibilité aux établissements scolaires de nos 2 côtés de l'océan, de prendre le pouls terrain, en fait, parce qu'un établissement scolaire, par exemple une université, c'est une grande structure qui gère, oui, les étudiants internationaux, mais qui gère aussi les étudiants locaux, avec plein de différents programmes, plein de différentes, en fait, implications même dans la communauté locale. Souvent, les pôles universitaires génèrent, que ce soit de la recherche, et plein d'autres, tu sais, ils sont vraiment imbriqués dans nos communautés. Et comme tu mentionnes, le fait que les étudiants internationaux, qui sont très, très importants pour nous au Québec, en fait, avec notre situation démographique, pour nous, c'est une relève potentielle, en fait. Donc, on aime bien que vous venez faire l'expérience internationale en mobilité étudiante, mais on souhaite secrètement que vous y revenez et que vous y restez également. Donc, je crois que l'expérience qui sera vécue est primordiale pour la suite, que ce soit un retour partiel au pays ou de rester carrément à long terme. Et les établissements scolaires ne peuvent pas prendre en charge l'entité de tous les projets personnels derrière les mobilités étudiantes. C'est impossible. Même de leur plus grande volonté, de ceux qui ont, oui, un site web, un accompagnement. Maintenant, il y a des balados, il y a toutes sortes de webinaires qui sont aussi organisés en interaction pendant le processus, là, avant que les étudiants internationaux arrivent. C'est impossible, en fait, d'englober le tout d'un projet personnel parce que chaque étudiant a son passé, a son type de parent qui veut beaucoup s'impliquer, moins s'impliquer. Donc, c'était vraiment d'offrir aussi aux établissements scolaires, autant en France qu'au Québec, de dire c'est correct, en fait, de ne pas être capable d'adresser les 101 questions, mais d'être conscient qu'il y a des gens dans leurs écosystèmes locaux qui font cette partie pour eux et qui se détachent justement de la bannière universitaire pour adresser des choses personnelles. Donc, je crois que c'est très, très important. Oui, et si je peux compléter un dernier point avant que on mette un point final à ce webinaire. L'idée, c'est de ne culpabiliser personne, que ce soit les parents, l'étudiant, les universités. Personne ne peut tout prendre en charge. Comme le disait très justement Mélissa juste avant, chacun a son cadre et a sa responsabilité. L'université va prendre vraiment la préparation du cadre universitaire. Vous êtes en charge, vous, étudiants, de votre vie à côté, de l'ensemble du déroulement et de votre expérience au global. Peut-être que les parents sont peut-être un peu plus derrière en termes d'expérience et en termes de budget. Voilà, chacun répartit comme il veut, mais c'est toujours pareil, chacun prend ses responsabilités. Et si vous avez besoin d'un coordinateur, d'un chef d'orchestre ou de quelqu'un qui peut vous accompagner tout au long de ces différentes étapes, bah, ça reste des entités comme les nôtres qui peuvent vous accompagner sur ces différentes étapes sans empiéter ou sans marcher sur les plates-bandes des autres, parce que c'est très complémentaire
Et pareil pour les universités qui nous regardent actuellement. On a bien conscience qu'il y a tout un ensemble de choses à prendre en compte chez vous. Et en fait, l'étudiant n'a pas forcément le même rythme, le même niveau d'information, la même clarté dans son projet. Donc, savoir aussi comment l'accompagner au mieux, bah, nous, on est là aussi pour ça, pour éventuellement voir ça avec vous, quoi. On avait peut-être une ou deux questions avant de se quitter. Comment savoir exactement le niveau d'accompagnement des universités dans la préparation au départ? Est-ce que mesdames voulaient répondre ou est-ce que j'y vais? À toi la parole, Margot. Allez. Alors c'est vrai que c'est jamais très évident de savoir à l'avance à quel point l'université dans laquelle vous allez vous rendre va accompagner l'étudiant dans la préparation au départ. Il y a des universités qui vont vous dire, bah nous on accompagne sur la recherche de stage ou euh, de programmes en particulier. Il y en a qui vont proposer des logements. Il y en a qui vont vous faire le tour du campus avec, je sais pas, la cantine universitaire, des aspects un peu plus logiques, un peu plus pratiques. Il y en a qui peuvent pousser avec des étudiants déjà sur place ou des organisations étudiantes pour les fêtes, les soirées, les activités annexes, tout ce qui s'organise dans la vie à côté des études. Le mieux, ça reste encore de poser la question au service de relations internationales ou des admissions de l'université dans laquelle vous vous rendez et ne pas hésiter à demander, c'est quoi l'accompagnement avant l'arrivée? Est-ce qu'il y a des réunions d'information? Est-ce qu'il y a des guides pratiques? Est-ce qu'il y a un contact référent? Est-ce que vous avez des étudiants qui seraient en capacité de nous répondre, qui sont déjà passés par là? Voilà. Ça, c'est tout un cheminement, un enchaînement que vous pouvez euh, demander. Il ne faut pas avoir peur de demander ça parce que plus vous savez quel est le niveau auquel vous pouvez vous attendre, mieux la préparation est organisée. Bien sûr, on redit, vous pouvez regarder sur le site internet. Attention à la date de mise à jour des informations puisque notamment en ce moment au Québec, il y a beaucoup de choses qui changent rapidement avec les lois, euh, les, les règles et tout ça, même de tout ce qui est administratif, immigration, tout ça, ça change très très vite. Donc, tenez-vous informés avec la date la plus récente possible. Euh, et puis, vous pouvez avoir des groupes, des groupes Facebook, des groupes de témoignages d'étudiants, un bureau des élèves, des groupes sur YouTube, des forums. Voilà. Multipliez les sources d'informations pour savoir exactement à quoi vous attendre de la part de l'université et ce que vous devez compenser ou chercher de votre propre chef. Est-ce que j'ai oublié Margot, quelque si je chose? peux Oui. peut-être juste, étant donné que tu as ouvert le sujet de tout ce qui est papier d'immigration, en effet, du côté Canada et Québec, c'est assez particulier comme année et je crois que beaucoup de gens qui sont en processus vivent certaines embûches et le site de l'université ou de l'établissement scolaire, normalement, va bien détailler les étapes. Donc, suite à la demande d'admission qui est acceptée, c'est ensuite les processus d'immigration. C'est très important, en fait, de comprendre que les établissements scolaires n'ont aucun contrôle sur tout ce qui est le dossier d'immigration. C'est vraiment le gouvernement canadien, le gouvernement québécois qui gère les entrées d'étudiants internationaux. Donc, autant où on dit, n'hésitez pas à poser des questions, il faut quand même être conscient que malheureusement, les établissements scolaires comme vous sont un peu à la merci des différentes décisions qui changent très fréquemment et ne peuvent malheureusement accélérer le processus. Donc, quand on parlait au tout début de beaucoup de patience et de résilience, c'est un peu ceci. On est un peu à la merci des changements gouvernementaux avec lesquels on doit jongler et qui parfois peuvent générer un stress parce que normalement, on vous dit ben, ne réservez pas de logement tant que vous n'avez pas la confirmation. Mais là, si le temps continue de passer, là, on devient en fait qu'on doit chevaucher des étapes où on aurait aimé les faire une après l'autre, mais que potentiellement, là, on doit changer notre aire d'aller pour s'assurer d'avoir un logement, même si on est encore en attente. Donc, c'est tout, quand tu en parlais, Margot, là, d'imprévus et de gérer parfois un stress même en amont, les démarches d'immigration en font souvent partie. Et il faut les aborder, en fait, avec le plus de patience possible. Ouais. Et quand on sait qu'un déménagement, c'est la troisième source de stress
la plus importante dans une vie. Ça vous laisse donner le niveau quand c'est à l'international. Voilà. Et bien, c'est la fin de ce webinaire en partenariat avec Expat Pro. On espère que ça a répondu à certaines de vos questions, que ça a éclairé certains points dans vos préparations au départ vers le Québec ou vers la France. Donc, on vous laisse en fait avec un témoignage qui a été récolté d'une famille de France qui s'est établie dans la région des Cantons de l'Est au Québec en juillet dernier. Donc, qui nous raconte un peu le parcours. Je leur ai posé les questions que nous avons abordées à travers le webinaire. Donc, eux vont vraiment donner leur perspective et leur vécu, qu'ils vivent d'ailleurs encore. Hein, quand on dit avant, pendant et après, ben, ils y sont toujours et font leurs petites découvertes à tous les jours, maintenant le printemps, donc le temps des sucres après l'hiver que nous venons de vivre. Donc, on vous laisse avec le témoignage de cette petite famille que je remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de nous raconter leur histoire. Et je vous merci beaucoup, beaucoup. Merci, mesdames. Merci, mesdames. À bientôt. Bye À bye. bientôt. Alors pourquoi la mobilité étudiante? Ben c'est très simple, je vais laisser Amélie expliquer. C'était surtout finalement un choix, on va dire, plus politique, puisque en gros le gouvernement ne reconnaissait pas les diplômes et l'expérience d'Amélie. Hein, si tu peux donner un peu plus de détails. Moi, en fait, en France, j'étais assistante maternelle, j'avais mon CAP petite enfance, qui n'est pas reconnu au Québec. Je voulais rester dans cette branche de métier. Et pour cela, bah, il a fallu que je passe un DEC en technique d'éducation à l'enfance, donc qui se fait sur 3 ans. Voilà. Donc elle fait 3 ans d'études pour recommencer ce qu'elle faisait déjà depuis plusieurs années. Voilà un peu, mais effectivement c'est une voie qui nous a permis d'accéder un peu plus facilement à un rêve qu'on avait depuis 12 ans. Voilà. Mais il existe bien d'autres façons et si on pouvait donner un conseil, ce serait peut-être d'étudier vraiment toutes les pistes d'entrée puisque c'est pas forcément la meilleure, hein, celle de l'étude. Alors la question de l'accompagnement en amont, c'est un gros sujet, on va pouvoir en parler. Ça a commencé par Amélie. Faire des webinaires pour nous expliquer comment se passe le DEC, là oui. Mais si on a une question, à chaque fois qu'on a eu une question, on allait sur les sites gouvernementaux. Je leur avais envoyé un mail pour leur poser une question par rapport au fait que j'ai un bac pro aussi en France et savoir si je devais refaire toutes les matières. On m'a dit que non, je n'avais pas toutes les matières à repasser et que j'allais avoir des matières de crédité. Et au final, non, je suis obligée de refaire le français, je suis obligée de refaire plein de matières que j'ai déjà fait, quoi. Ça, c'était pour le cégep. Après, effectivement, la préparation en amont, nous, on avait fait le choix, on ne connaissait pas encore Mélissa. Malheureusement, Mélissa, on l'a connue quasiment en fin de parcours. On avait fait le choix de se faire accompagner par des gens. Méfiez-vous de tout un tas de sociétés qui veulent vous accompagner. Avant de rencontrer Mélissa, comment on faisait? C'était les sites gouvernementaux, puisque la réalité, c'est que l'information, elle circule pas aussi bien. Donc voilà, donc effectivement, il faut une grosse préparation en amont et surtout bien choisir ses partenaires. Pour la recherche de logement, on avait fait ça seul du coup. Il y a eu beaucoup de complexité. Alors déjà, la France, on pouvait difficilement accéder au marketplace au Canada. Donc la première difficulté, c'était ça. C'était avoir des gens qui répondent à des candidats à l'immigration. Une société de gestion de premier abord sérieuse nous avait répondu. Ça s'était quand même assez bien passé. Mais elle nous a accepté sans trop de difficulté en nous demandant une caution, ce qui est normalement pas légal ici, mais on s'est dit qu'on n'allait pas trop chipoter, et puis on a payé un mois d'avance de loyer, un mois de caution. Et puis au fil des semaines, des mois, les échanges par courriel devenaient compliqués. Ouais. Les questions trouvaient peu ou pas de réponse. Une fois qu'on avait signé. Une fois qu'on avait signé et payé, et le jour de notre arrivée, nous sommes tombés sur un appartement 2 fois plus petit que ce qu'on nous annonçait et complètement insalubre. Du coup, on n'a pas pris, on a refusé l'appart. Heureusement que nous avions des amis parce qu'on s'est retrouvés sans logement. Gros élan de solidarité, d'amis québécois, de Mélissa aussi, qui nous a beaucoup aidé justement à trouver le logement qu'on a là aujourd'hui. Voilà, mais effectivement,
Faut bien être accompagné, faut bien visiter, faut avoir quelqu'un sur place. Vraiment quelqu'un sur place parce que étant habitué au patrimoine en France, c'est très différent ici. Le fonctionnement est très différent. De manière générale, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Nous, par exemple, c'est vrai que quand on a découvert le Québec il y a 12 ans, la première fois qu'on était venu. Au fil des années, bon, on a eu l'occasion de revenir aussi en vacances. Moi, professionnellement, j'avais la chance de travailler. Développé ici un petit réseau professionnel avec des Québécois. Donc, je connaissais un petit peu une partie de la culture, mais on a la même langue, mais pas le même langage. Ce qu'on avait le sentiment qui nous plairait, bah ouais, c'est bien là, hein. Le sentiment de sécurité, il est là, clairement. Les grands espaces, la nature, enfin, Ouais. nous on vivait en Normandie, donc bah, si on voulait aller skier, fallait louer un appart une semaine parce que c'était 6-8 heures de route. Bon, on avait la chance d'être à 1 heure de la mer par contre, donc c'est vrai que ça c'était cool. Ici, on a à moins d'1 heure, on a des grands lacs. À 15 minutes, on a une station de ski. La nature, les activités, la sécurité. C'est ce qu'on est venu chercher et on l'a. La gentillesse des Québécois, majoritairement, elle est là. Ouais. Mais après, il y a des adaptations. On a vécu les 6 premiers mois très, 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 très compliqués. Amélie, je vais te laisser parler un peu de ton expérience cégep peut-être au début, parce que tu as été avec des jeunes filles de 17 ans en plus. Ouais, j'étais avec des jeunes filles de 17 ans, donc l'intégration est un peu compliquée parce que... Et donc du coup, je me retrouve avec 7 matières, donc à peu près une trentaine d'heures par semaine de cours et une vingtaine d'heures de devoirs à faire à la maison. Donc bah, du coup, pour travailler, c'est très compliqué. Et ouais, ça a été une grosse déception quand même pour moi. Il y a autre chose aussi, un autre point aussi qui a été qui a été très compliqué pour moi. Je suis diabétique. Et la santé, c'est quand même assez compliqué, assez spécial. Il y a 1 an, le 19 mars, il changeait officiellement la nouvelle loi. Les conjoints d'étudiants, même Amélie qui partait étudier sur un métier en tension et dont ils ont besoin, n'avaient plus le droit au permis de travail. Donc fiche visiteur, donc autant dire que c'était l'équivalent de bouffer tous ses économies en quelques semaines parce que c'est juste pas viable. Finalement, du 19 mars jusqu'au 22 juillet où on atterrit, on est en stress total, on se dit on va bouffer toutes nos économies, dans 6 mois on rentre en France. Et non, permis de travail obtenu. Complexité pendant la phase d'immigration, enfin, en tout cas la phase administrative, c'est les lois changent tout le temps comme ils ont envie. Mais les 6 premiers mois, c'est le temps de se faire un nom, de montrer qui on est, qu'on travaille sérieusement, qu'on n'est pas juste un immigré qui vient quelques mois pour s'amuser, faire son petit délire au Québec et repartir. Parce qu'il y a un minimum au niveau financier à avoir avant Ah d'arriver. ouais, ah oui, bah oui. Venez pas avec le minimum qu'ils demandent, venez avec beaucoup plus parce que C'est ça. l'aménagement, ça coûte quand même assez cher. L'argent part très vite C'est ça. et les voitures. L'achat de voiture, ça peut être un autre sujet dont on reparlera une autre fois. Mais en Ouais, gros, là, c'est si on prend l'exemple, nous, au moment où on part, sur l'IRCC, ils disent que, en gros, un couple avec un enfant, il faut à peu près 31 000 $. Prévoyez beaucoup plus, comme le dit Amélie, prévoyez beaucoup plus parce que vraiment, ça part très vite. Prévoyez au moins le double, vraiment. C'est pas l'Eldorado que TF1 promet. Ceux qui ne Non. sont jamais venus au Québec, venez au moins une fois. C'est ça. Et donc voilà. Et nous, ayant l'habitude, on a quand même pris un gros choc culturel et on a pris beaucoup d'uppercuts quand même. Donc après, faut se réadapter. Donc voilà. Mais faut vivre l'aventure parce que la vie est une aventure et le Québec est génial et il y a des gens magnifiques avec un bel état d'esprit. Donc ouais, c'est ici qu'il faut être. Voilà, voilà.